Partie 2. Concept. Chapitre 1. Enseigner et transmettre. Changer le monde. On ne change pas le monde en faisant de la politique. On change le monde en transmettant du savoir et en générant de l'innovation. Le chemin de la vérité. Si après avoir exposé au groupe une hypothèse issue de ton analyse du monde qui ne s'accorde pas avec les dogmes de l'époque, tu reçois une avalanche d'insultes et de moqueries, sans aucune contre-argumentation logique. Dis-toi que tu es visiblement sur le chemin de la vérité. Le chemin qui mène à la vérité est pavé d'insultes, de moqueries et de haine. Le porteur de lumière est toujours dans un premier temps couvert de merde avant d'être reconnu et adulé par le groupe. Accepter la vérité. La vérité ne doit être enseignée qu'à celui qui fait la démarche de la rechercher, car n'entend que celui qui accepte d'écouter, et la vérité, à l'image de la face de Dieu, brûle celui qui n'est pas prêt à la voir. Pour l'individu, non préparé par son désir de lumière, voir son monde de dogmes et de croyances s'effondrer est impossible à accepter. Seul celui qui accepte de voir la réalité telle qu'elle est capable de commencer le colossal travail de la reconstruction spirituelle tout en étant rejeté par les individus de son propre groupe, préférant rester dans l'illusion réconfortante de leur monde. La vérité permettant la compréhension du monde est donc un passage douloureux ne pouvant être suivi que par celui qui la recherche du plus profond de son cœur. Et même si la vérité est douloureuse, c'est le seul chemin qui mène à la liberté. Prise de conscience. Pour maîtriser nos pulsions animales afin de se sortir de la merde, faut-il encore prendre conscience de notre animalité et de la merde dans laquelle nous sommes jusqu'au cou? Transmission. Le savoir se transmet comme les gènes. Les deux sont de l'information. L'important est de transmettre l'information pour que la vie perdure. Responsabilité et transmission. Tu n'es pas responsable des bonnes ou mauvaises actions de tes parents, et tu ne dois en aucun cas cultiver la souffrance et le ressentiment pour en faire un moyen de pression. Ta souffrance est personnelle. La seule chose que tu dois transmettre, c'est ton amour. On apprend toujours. On apprend toujours des autres, de leurs réussites ou de leurs erreurs. La valeur de l'échec. Si tu as survécu à l'échec, tu dois impérativement enseigner ton échec aux autres. Ça a tout autant de valeur que l'enseignement de la réussite, car ton expérience douloureuse doit servir au groupe pour que les individus qui le constituent évitent ce que tu as vécu et ainsi puissent continuer à réussir, c'est-à-dire vivre, aimer et transmettre la vie le mieux possible. Avec humilité, le sage, par ses échecs, enseigne ce qu'il faut éviter, et par ses réussites, enseigne le chemin à suivre. Changer le monde. Ce ne sont pas les politiques qui changent durablement le monde. Ce sont les philosophes et les prophètes qui, par leurs analyses et leurs enseignements, transforment pour l'éternité notre façon de concevoir et de vivre notre rapport aux autres, au monde et à nous-mêmes. Semer par le verbe un monde meilleur. Ce que tu sèmes par le verbe, par la bonne parole, se récolte dans le futur lointain. Le grand philosophe change le monde, mais ne voit pas son œuvre accomplie, car la vie humaine est trop courte. Le philosophe est comme un homme qui plante un gland, prend soin jour après jour de la jeune pousse qui en sort, et quand les racines ont bien poussé en terre,
qu'elles sont assez longues pour pouvoir se passer de l'arrosage quotidien de l'homme, l'arbre peut croître seul. Et c'est des centaines d'années plus tard, quand celui qui aura planté cette graine sera mort et oublié, que les hommes pourront se reposer et méditer sous le feuillage d'un chêne majestueux. Tel est le philosophe qui enseigne aux hommes jour après jour, et qui sait qu'il change le monde de son vivant, mais que son œuvre de sagesse qui transformera le monde ne sera visible que dans des centaines d'années. Vivant ou mort, j'ai gagné, mon œuvre est déjà achevée, et le monde est déjà transformé, car j'ai semé par le Verbe un monde meilleur. Mon œuvre est votre œuvre. Mon œuvre est votre œuvre, elle ne m'appartient pas réellement, elle vient de très loin. Toujours en mouvement et en variation, elle est passée par ceux qui m'ont précédé, a transité par moi-même avant de se diffuser en vous tous. Rien ne vient de nous, tout vient de la source. La grande œuvre. Il n'y a pas d'originalité dans le fond d'une grande œuvre. Elle ne parle que de choses réelles et communes à l'humanité. Seule la façon de l'exprimer varie d'un auteur à un autre, forgée par l'espace et le temps où ils ont vécu. Libération. Tu ne peux pas enseigner pleinement la liberté aux hommes en leur imposant ta façon de voir par la parole. Pour accueillir l'information, il faut que l'homme fasse l'effort de venir à toi. C'est pour cela que, pour toucher le plus grand nombre, le réformateur doit coucher sa pensée par écrit sur le papier ou sur un support virtuel, pour que les hommes décident par eux-mêmes d'aller à l'information et, dans la concentration volontaire menant au silence de l'âme, qu'ils décryptent les symboles graphiques pour enfin accueillir les idées, les intégrer à leur être et par cela devenir des hommes libres. On ne peut pas libérer les hommes, on doit juste les guider pour qu'ils se libèrent eux-mêmes. Enseigner aux hommes. J'apprends aux hommes à agir par eux-mêmes, à réfléchir et à penser en hommes libres, c'est-à-dire à penser en toute logique sans boire les paroles du maître, mais plutôt à écouter, observer, comparer et réfléchir par soi-même. C'est mon travail d'enseignant, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou dans mes livres. Je n'ai pas plus de chance ni de réussite que les autres. La vie, je la prends en pleine face comme tout le monde, avec son lot de joie et de souffrance, de réussite et d'erreur, mais ma force, et ce que j'essaie d'enseigner, c'est de toujours avancer, de tomber, mais de se relever, et d'utiliser l'analyse de ses échecs pour mieux affronter l'avenir et parvenir à ses buts. Et surtout, ne pas oublier que l'essentiel, c'est le chemin, car sur le chemin nous expérimentons la vie. Enfin, ce n'est pas dans les livres ou dans des vidéos que vous connaîtrez et comprendrez vraiment le monde, mais en l'expérimentant et en vivant la relation à l'autre, dans l'intimité d'une vie commune et dans l'amour. Aimer et quitter. Tu liras mes textes, tu regarderas mes vidéos, jusqu'au jour où tu te lasseras de moi, mais mon enseignement résonnera toute ta vie dans ta mémoire et t'orientera positivement sur les chemins de l'existence. Les maîtres, les enseignants et les philosophes sont faits pour être aimés et abandonnés, comme les parents quand l'homme quitte la maison familiale pour aller aimer et affronter le monde pour faire l'expérience de la vie. Le philosophe enseigne avec les moyens de son temps. Avant, le philosophe enseignait par la parole sur l'agora, la place publique où le peuple se réunissait.
Plus tard, grâce au progrès des techniques et pour toucher plus de monde, il enseigna en couchant ses réflexions issues de son analyse du monde sur les feuilles des livres. Aujourd'hui, grâce aux ordinateurs et aux réseaux sociaux, le philosophe enseigne par la parole sur sa chaîne YouTube et couche ses réflexions issues de son analyse du monde sur sa page Facebook. L'attraction de la sagesse. On ne peut aider les hommes à devenir libres qu'à partir du moment où ils ont pris conscience de leur situation d'esclave. C'est quand les gens décident de changer qu'il faut les aider. Autrement, ils n'écouteront pas. On ne peut enseigner qu'à ceux qui ont décidé d'apprendre. Le sage ne vient pas à l'élève, c'est l'élève qui doit venir au sage. Mais le sage doit se montrer et se placer sur le chemin pour attirer les élèves. L'enseignement du sage. Ce sont les hommes qui doivent venir au sage, non pas le sage qui doit aller aux hommes, car ne peut entendre l'enseignement que celui qui a décidé de l'écouter. Le sage doit donc faire en sorte d'être visible pour attirer celui qui désire se nourrir de son enseignement. Je ne te demande pas de me croire sur parole, tu expérimenteras la vie et tu te diras « Effectivement, il avait raison ». C'est à toi de vérifier. Le sage s'affirme pour le bien des hommes. Si tu ne t'affirmes pas comme porteur de savoir et de sagesse, tu ne seras pas perçu et tes connaissances s'éteindront avec toi. Le sage apporte la lumière et éclaire le monde de ses analyses, mettant en lumière les mensonges par lesquels escrocs et parasites règnent sur les esclaves. Le sage devient donc la cible à abattre, et tout est fait pour faire taire la sagesse par l'enseignement de la modestie. La modestie ayant pour but le plus souvent d'empêcher la sagesse et le talent de briller, pour ne pas perturber l'ordre établi. Comme dit le proverbe, il était tellement modeste qu'il est mort sans que personne ne soit au courant de ses immenses qualités. Stockage d'informations. Le message est plus important que l'homme qui le porte. Dans l'idéal, seul le message doit être mémorisé, mais comme les hommes ont besoin de repères mémoriels, ils associent le message à l'homme qui le transmet afin de faciliter le stockage et la recherche du message dans leur petit cerveau. Les sages. Le sage enseigne avec les mots de son temps des choses qui sont communes à toutes les époques et que tout le monde ressent intuitivement, c'est-à-dire les règles qui régissent le monde, qui nous sommes réellement et pourquoi nous sommes. Les sages disent tous la même chose, seule la façon de le dire varie. Le vrai sage. Le sage est celui qui, de son vécu, enseigne aux hommes le bon chemin et non un être dont la tête et la bouche sont remplies de textes et de citations relatives à l'expérience des autres. Le maître. Un maître n'est pas un homme qui vous révèle les secrets du monde, mais un homme qui vous apprend à les découvrir par vous-même. Le maître vous apprend simplement à vivre. Qui suis-je ? Je suis avant tout un découvreur qui ouvre la voie et éclaire mes pas de par ma curiosité, et je donne au monde mon savoir acquis par cette curiosité. En cela, je suis un exemple à suivre. Grandeur et humilité. Si je suis un très grand philosophe, un grand artiste observateur et un scientifique, je ne le dois qu'au monde, ou à Dieu sans qui je ne serais rien. Être conscient de sa grandeur en toute objectivité implique l'humilité de savoir que toute grandeur vient de Dieu ou du monde sans qui nous n'existerions pas.
Le sage a le courage d'affirmer sa grandeur et l'humilité de savoir qu'elle ne vient pas de lui, mais du monde. Sur les idées nouvelles. Les pensées et les réflexions débouchant sur des idées nouvelles n'appartiennent à personne. Elles sont juste dans l'air et certains ont la capacité de les traduire par le verbe. Elles sont à l'humanité. Les grands disent tous les mêmes choses. Les grands écrivains et les grands philosophes décrivent tous les mêmes choses. Seul l'angle de vue varie en fonction de l'époque et du lieu où ils ont vécu. Il n'y a pas d'originalité dans le fond d'une grande œuvre. Elle ne parle que de choses réelles et communes à l'humanité. Seule la façon de l'exprimer varie d'un maître à un autre, forgée par l'espace et le temps où ils ont vécu. Philosophie et pragmatisme. Le but de la philosophie n'est pas juste d'acquérir du savoir et de la sagesse. Le but de la philosophie, c'est de comprendre le monde pour le maîtriser et ainsi conserver ou aller chercher de l'énergie pour survivre et transmettre la vie. La philosophie n'a qu'un seul but, faciliter la vie et permettre son épanouissement. Raisonnement logique. Ma vérité est bien bâtie, et pour le moment, qu'elle soit vraie ou fausse, elle n'est pas ébranlée par l'argumentation sans logique de ses opposants. Raisonnement bâti. Quand j'explique quelque chose, je ne cherche pas à le prouver d'une façon scientifique avant tout, mais je m'arrange pour que toute contradiction, même scientifique, ne tienne pas face à ce que j'avance. Je ne propose rien qui puisse s'effondrer devant une objection prouvable. Argumentation logique. Ce que bien des gens en France ne comprennent pas, c'est que toute théorie est possiblement juste à partir du moment où aucun contre-argument basé sur la logique des lois de la physique de ce monde ne vient la contredire. Ce qui ne veut pas dire que cette théorie soit juste. Mes théories étant basées sur des raisonnements logiques basés eux-mêmes sur les lois physiques du monde déjà déchiffrées, elles peuvent être considérées comme une juste déduction de la réalité, et sans être forcément la réalité. Il faut s'y opposer intelligemment, argumenté par la logique, reposant sur les lois de la physique du monde. Essayer d'invalider mes théories en faisant remarquer que je ne suis pas dans mon domaine, que je ne suis pas diplômé ni reconnu par le milieu scientifique, ce qui est faux pour la première et la dernière remarque, ou en opposant d'autres théories qui, comme je l'ai démontré par la logique, peuvent être fausses, ou encore en se moquant des élèves qui suivent mon enseignement, voire en essayant de me ridiculiser par la façon dont je gagne ma vie et par les activités sportives que je pratique. Tout cela n'est en rien une démarche scientifique basée sur l'argumentation logique. Je préférerais des gens argumentant en utilisant les lois de la physique et de la biologie, les secondes découlant des premières, pour mettre en lumière des illogismes de mon raisonnement, ce qui ferait avancer les choses. Pensée logique. Pour ceux qui pensent que je présente des hypothèses sans preuve, c'est complètement faux. Dans mes reconstitutions paléontologiques, je reconstruis tous les corps d'après les squelettes et explique leur forme en fonction des tissus mous disparus qui impriment leur présence passée dans les restes squelettiques fossiles. J'explique toutes mes théories par la physique, la physiologie et avant tout par les rapports énergétiques des choses entre elles. On ne peut être plus scientifique, la vision calorique du monde ne se trompe jamais, ou presque. L'œuvre doit être plus grande que le nom. L'œuvre doit être plus grande que le nom.
C'est elle qui doit rester. Le nom, c'est juste un moyen de se souvenir de l'auteur qui nous guidera vers l'œuvre, œuvre qui nous délivrera le message. Le créateur et son nom sont condamnés à disparaître, mais l'œuvre et le message continueront à résonner pour l'éternité. Seul compte l'information transmise par l'œuvre, car l'information instruit les hommes sur les erreurs à ne pas faire et les attitudes à avoir pour permettre au groupe de mieux vivre. Vouloir que son nom résonne pour l'éternité, c'est de l'orgueil, l'important étant le message que nous portons et sa transmission. Le Créateur n'est qu'un catalyseur par lequel transite et se concentre l'information du monde, et qui saura en tirer l'essentiel pour instruire et former les hommes à mieux vivre. L'élève et le maître. L'élève s'enrichit de l'enseignement du maître. Le maître s'enrichit des questions de l'élève. Quand l'élève finit enfin par enseigner au maître, l'œuvre est accomplie. Le maître, l'élève et la jalousie. La fierté d'un maître devrait être de voir l'élève le dépasser. Mais arrivé à ce point, de nombreux maîtres, par jalousie, rejettent l'élève. Ce qui est un bien en réalité, c'est le signe que l'élève doit aller de par le monde, utiliser et enseigner à son tour le savoir qu'il a acquis. Toutes ces réactions sont à vrai dire que des réactions organiques dont le seul but est de diffuser le savoir et ainsi de protéger la vie et le groupe. Le bon maître. Le bon maître est celui qui enseigne si bien que ses élèves finissent par le dépasser. Ne pas confondre l'homme et son enseignement. Il ne faut pas confondre l'homme, imparfait dans son adaptation au monde, et son animalité mal maîtrisée. Et la parole, parfois divine, qui sort de sa bouche, cette parole est parfois pure comme l'eau de la source, et est parfois la source. Quand la parole est parfaite, on appelle cet homme un prophète ou un sage, car, par moments, il est en relation avec la cause et le but de toute chose, avec Dieu. Sur le mauvais enseignement. Ce qui me fait de la peine, c'est que bien souvent l'enseignant cache son incompétence et sa mauvaise compréhension du sujet qu'il devrait maîtriser par une avalanche de termes techniques pour paraître savant et hypnotiser son auditoire. Au final, les gens n'ont rien compris, mais ils retiennent juste des noms compliqués, ce qui leur donnera l'impression qu'ils sont instruits et les rassurera sur leur niveau. Ces gens mal formés viendront ensuite grossir la masse grouillante des cons, parlant en termes techniques, dans le seul but d'impressionner et de faire croire aux autres et à eux-mêmes qu'ils sont compétents. Triste bilan. Communication. Le grand problème avec les hommes et leur système éducatif, c'est qu'ils apprennent à retenir des termes sans bien souvent en comprendre la signification. Dans leurs relations sociales, les hommes s'affrontent en joutes verbales, maniant des termes techniques pour montrer leur culture, leur savoir et leur niveau social, dans le seul but d'établir une hiérarchie. Malheureusement, leurs propos sont souvent dénués de sens, car dans leur besoin de retenir du vocabulaire, ils n'ont pas pris le temps de s'intéresser au sens profond des mots qu'ils utilisent. Et l'homme qui aura le plus brillé en maniant un langage technique que personne ne comprend, sera considéré comme le plus apte à diriger le groupe, même si lui-même ne connaît pas le sens du vocabulaire qu'il utilise. Il parle, mais ne dit rien. Mais il parle bien. Tel est l'homme. Singe savant.
Une absurdité dite avec des termes complexes et scientifiques reste une absurdité. Une découverte scientifique expliquée avec des termes simples et populaires n'en demeure pas moins une découverte scientifique. L'important est la logique de la réflexion, pas la complexité du vocabulaire employé. Opposition maladive. Certaines personnes ne se sentent exister que par l'opposition, trouvant dans cette situation conflictuelle un sens à leur vie, comblant ainsi le vide existentiel généré par leur incompréhension du fait d'exister. Mais même s'ils pensent avoir trouvé dans l'opposition un sens de leur existence, ils n'ont pas réellement trouvé le vrai sens de la vie, qui est juste vivre et aimer. Les deux fonctions de la critique. À la base, la critique est faite pour, par le dialogue, corriger des erreurs afin d'améliorer la vie du groupe et de l'individu, mais la critique peut aussi avoir pour fonction d'écraser l'autre dans un rapport de force pour la domination et l'accès au pouvoir. Le sage refuse la deuxième option. Dialogue. Il faut toujours refuser d'argumenter et de discuter avec ceux qui vous diffament, mais toujours accepter de discuter avec ceux qui ont des points de vue différents. Qu'ils aient tort ou raison, cette confrontation peut être enrichissante et permettre de comprendre et de résoudre des problèmes. Il n'y a pas de questions stupides. Où il y a questionnement, il y a intelligence et progression spirituelle. Le débat. Le débat ne doit pas être fait pour imposer sa vision, mais pour essayer d'expliquer le pourquoi et le comment, et à plusieurs tenter de trouver des solutions efficaces pour la survie du groupe. Si parler sert uniquement à écraser l'autre, bien que semblant plus barbare, l'écraser avec les poings me semble moins hypocrite. Le fond et la forme du discours. Bien parler, c'est avant tout exprimer simplement des choses qui seront utiles au groupe pour sa survie. Il faut désapprendre à admirer l'éloquence pour apprendre à se concentrer sur le contenu réel du discours, qui est la transmission d'idées utiles à la pérennisation de la vie. C'est quand l'homme possède la logique et la sincérité d'un cœur pur, œuvrant pour la survie du groupe, qu'il peut alors apprendre l'éloquence, qui est le maniement de métaphores et de paraboles, permettant de visualiser des concepts transmis par des sons, associés à l'harmonisation vocalique et au rythme permettant de mieux mémoriser des idées par les sons, tout en synchronisant le rythme de la parole à la respiration pour fluidifier le discours et ainsi faciliter sa transmission. Charisme. La perception du charisme varie d'un peuple à l'autre, et un être charismatique chez les Russes ne sera pas perçu comme charismatique aux USA, et inversement. Le charisme d'un individu dépend en grande partie de la culture et de ce qu'on a enseigné aux hommes qu'il fascine. Charisme. Un homme n'a du charisme que dans le milieu ou le peuple qui le reconnaît comme charismatique. Si celui-ci change de milieu ou de peuple, il y a de fortes chances que celui-ci ne soit plus perçu comme charismatique. Le charisme correspond à un comportement, une attitude et une façon de parler adaptées à une communauté et à un moment bien déterminé. L'écrivain et l'orthographe. L'essentiel pour un écrivain, ce n'est pas une orthographe parfaite, mais que ses propos aient du sens, que l'enchaînement des idées soit logique et que la syntaxe soit parfaite. Pour le reste, il y a les correcteurs et les correctrices. Ce n'est pas la maîtrise de l'orthographe qui fait un grand écrivain, mais la puissance de ses idées, ce qu'elles ont d'universel
et sa façon de les exprimer. Le style est inférieur à la capacité de communiquer simplement des idées. Platon, Socrate, Jésus, Homère, Tolstoï ne manient pas le style, mais les idées et les images. Le style, c'est juste la sonorité et le rythme propre à la langue d'origine. Ça ne peut se retranscrire dans une autre langue. Le grand écrivain, ou le grand prophète, ne manie que les idées et les images, parlant ainsi pour l'humanité et non pour sa paroisse, en faisant chanter les sons de sa langue natale pour faire joli ou faciliter la mémorisation dans son groupe. La France est un des rares pays où, dans une discussion, le style passe avant le fond. En France, les discussions, qu'elles soient au bistrot, à la télé ou au Sénat, sont faites pour établir un rang social plus que résoudre un problème. C'est une façon, dans notre pays de caste, d'établir des hiérarchies internes. Aux USA, en Allemagne, en Hongrie, en Russie, où la simplicité prévaut sur l'effet de style, on admire le plus efficace. Pas celui qui par son éducation brillera par le style, lui conférant l'appartenance à sa caste. Malheureusement, ce système français s'effondre face à la simplicité pragmatique des prédateurs de la planète. Nous payons au prix fort la sclérose castique de notre beau pays. La technique du verset. Un verset est un texte portant une valeur morale écrit pour être lu, écouté et mémorisé par le plus grand nombre, c'est-à-dire un texte s'adaptant à la respiration de celui qui le dit et utilisant la répétition des sonorités et des mots à nombre de syllabes identiques pour en faciliter la mémorisation par ceux qui l'écoutent. Qu'est-ce qu'un grand écrivain ? Un grand écrivain est un homme qui, par son vécu, sa capacité d'observation et sa technique de narration, est capable de retranscrire des situations en générant chez le lecteur des émotions, mais aussi et surtout de produire de l'analyse nous permettant de nous préparer à des situations réelles, en les comprenant et ainsi d'éviter certains problèmes ou d'en atténuer les effets. Si l'écrivain ne produit pas de l'analyse, mais excelle dans sa capacité à produire de l'émotion pour le lecteur, ce sera un auteur pour femmes, écrivant des livres dont le but est de divertir par l'émotion qu'ils produisent. Livres que l'on retrouve fréquemment dans les boutiques des gares et qui sont l'équivalent littéraire des feuilletons romantiques de la télévision. Si l'écrivain ne retranscrit pas d'émotion, mais produit de l'analyse, c'est ce que l'on appelle un auteur technique. Le grand écrivain est donc celui qui a la capacité de produire de l'analyse de haute qualité tout en générant chez le lecteur de l'émotion, l'émotion étant une réaction organique dont le but est la mémorisation des événements importants et salvateur de l'existence. Le grand écrivain exprime simplement les choses, sans jouer avec les sonorités et les rythmes, car ceux-ci se perdent avec les traductions. Le grand écrivain est celui qui ne se concentre que sur l'idée à transmettre, dépouillé des jeux, des sonorités et du rythme, seule façon de devenir un écrivain à résonance mondiale. Comprendre le génie. Un grand écrivain ou un grand philosophe est un homme normal capable d'analyser sa normalité afin d'améliorer sa situation. Étant de nature commune et proche des autres hommes par ses désirs et sa façon de vivre, son enseignement tiré de ses expériences est donc d'une grande utilité pour la majorité des hommes. C'est ainsi qu'il devient un grand écrivain ou un grand philosophe, non pas par sa vie hors du commun, mais par sa capacité hors du commun d'analyser sa banalité
et donc d'être utile à l'homme commun, qu'il représente la grande majorité des hommes. C'est pour cela que le génie, le grand écrivain ou le grand philosophe est souvent incompris ou détesté par ses proches qui, à force de le côtoyer, ne voient plus en lui qu'un homme plein de faiblesses et de tourments, ne comprenant pas que sa banalité et son imperfection lui permettent d'analyser le monde d'un angle si commun que la majorité des hommes s'y reconnaissent. Observation et analyse. Il y a celui qui sait observer. Il y a celui qui sait analyser ce qui a été observé. Et il y a celui, bien plus rare, capable d'analyser ce qu'il observe. Cultiver l'être d'exception. L'être d'exception, se différenciant de la masse par sa façon de penser et de concevoir le monde, porte en lui cette originalité pouvant faire survivre le groupe en améliorant parfois, par ses inventions culturelles ou techniques, la qualité de vie et la possibilité reproductive de l'ensemble des individus moyens, gris et sans personnalité propre qui constituent la plus grande partie de la société. C'est pour cela que toute civilisation qui désire survivre doit cultiver en elle cette possibilité de voir s'épanouir des êtres différents, où elle est condamnée à plus ou moins long terme à disparaître par incapacité adaptative. L'être d'exception est à la société humaine ce que la mutation génétique est à la vie. Ce sont des anomalies le plus souvent inutiles, mais qui parfois se révèlent salvatrices pour le groupe. Le bon écrivain. Il faut se laisser aller à écrire ce que tu sens être bon et juste pour celui qui te lira, sans hésiter, sans peur d'être jugé et sans espérer être reconnu ou apprécié, car celui qui écrit en essayant de plaire, ou bridé par la peur d'être jugé, ne peut laisser parler son cœur et offrir sa vérité et son angle de vision du monde aux hommes. Celui qui écrit avec amour et sincérité sera obligatoirement reconnu par l'amour et la vérité de la vision réelle du monde qu'il dégage de son expérience de la vie. Et, qu'importe la portée de son œuvre, elle touchera celui qui la lira et lui rappellera qu'il y a encore des hommes justes et droits, des frères humains. Enseigner le vécu. À partir d'un certain âge commence l'irrémédiable déclin physique, mais paradoxalement, nous entrons dans une phase de développement spirituel ayant pour but d'instruire les suivants par l'analyse de notre vécu. Le chemin de la sagesse. Ce qui est pris est pris. Reste le monde à prendre. L'homme est insatiable de possession. Il a rarement tout ce qu'il désire. Il désire toujours plus pour s'étendre et se multiplier. Quand il ne désire plus rien, si ce n'est jouir de ce qu'il a, c'est qu'il devient vieux et que son taux de testostérone baisse. Alors commence l'âge de la sagesse débarrassé du désir obsessionnel de posséder. Ainsi, sans passion et sans désir obsessionnel, riche d'une vie de désir et de passion passée, l'homme sage peut commencer à enseigner et guider le monde. Sagesse et observation. Après de nombreuses années d'observation du monde, et après avoir acquis un certain niveau de détachement de leurs passions humaines, les hommes, d'où qu'ils viennent et quelle que soit leur époque, finissent tous par dire les mêmes choses et tirer les mêmes conclusions sur les hommes et l'humanité. C'est ce qu'on nomme la sagesse, c'est ce qu'on appelle les sages. Enseignement. Un homme qui ne réussit pas et qui n'échoue pas ne peut rien enseigner, si ce n'est ce qu'il sait de l'expérience des autres.
Le maître de sagesse écoute et observe, expérimente la vie, et c'est ensuite qu'il peut enseigner aux hommes pour améliorer le monde et faire grandir l'humanité. Expérience. Le sage ou le prophète parle de ce qu'il a vécu dans sa chair et dans son âme. Il ne parle pas de ce qu'il croit, mais de ce qu'il sait. Désintéressement. L'action désintéressée vient avec l'âge, quand nous commençons à percevoir qu'ici-bas, nous sommes condamnés et que seul survivra ce que nous transmettons. Humanité. Le jeune est dans l'action et l'apprentissage. Le vieux, n'ayant plus l'énergie de l'action, enseigne de son vécu. Sacrée jeunesse. La jeunesse a l'avenir, l'énergie et les rêves que je n'ai plus. Quand je la vois pleine d'énergie, d'avenir et de rêves, je me souviens. Je me revois jeune, et je suis de nouveau plein d'avenir et d'énergie en rêve. Le sage enseigne de ses erreurs. J'ai fait des erreurs dans la vie, mais je t'enseigne ce qu'elles m'ont appris pour que tu réussisses où moi j'ai échoué. Je ne suis pas comme ces pauvres gens qui te mentent et te détournent de la vérité pour que tu échoues comme eux. L'enseignement et l'expérimentation. Le philosophe et son enseignement t'évitent de faire des erreurs fatales et de souffrir inutilement. Mais, paradoxalement, si tu n'expérimentes pas la vie et si tu ne te trompes pas et ne souffres pas, tu ne peux pas prendre pleinement conscience de la valeur de celle-ci, de l'amour et de l'autre si essentiel. J'ai raison, mais tu ne dois pas me croire sur parole. Doucement, tu seras d'accord avec moi. Accepter sans réfléchir ce que dit un homme, c'est de la bêtise. Il faut avant tout écouter, analyser et surtout expérimenter la vérité pour y croire. Et alors, tu verras que j'avais raison. Devenir philosophe. Pour être un grand philosophe, le vécu suffit à qui sait observer. Pour les autres, il y a les livres. La vie du philosophe. La vie du philosophe est chaotique, mais le monde est chaotique. Le philosophe, par son courage et son énergie, est en première ligne prenant la mitraille en pleine face. Mais par sa résistance au choc de la vie, son riche vécu et sa capacité d'analyse, il enseigne à ceux qui le suivent pour qu'ils résistent à leur tour à la confrontation au monde et aiment la vie. Solitude. L'homme doit prendre de la distance sur la société pour réfléchir sur le monde dans la solitude et trouver dans l'éloignement les solutions à ses interrogations, ce qui lui permet d'avoir une vision globale et une meilleure compréhension des interactions des choses entre elles, pour revenir ensuite enseigner parmi les hommes ce qu'il a compris. S'il reste isolé, dans son univers spirituel, il n'a aucune fonction pour le groupe. Il est inutile à la société. Le sage est celui qui s'éloigne en lui pour revenir enseigner auprès des autres. L'ermite, lui, fuit la société. Le mythe de l'initié. La seule chose qui fait de toi un initié, c'est vivre et expérimenter. Le reste n'est que baliverne. Une initiée est juste un homme initié à la vie qui, par l'analyse de son existence, en tire des conclusions utiles au groupe. Sur l'homme libre. Un homme, un vrai, étudie le monde par lui-même et se confronte au terrain. Parallèlement, il étudie les anciens, et si les anciens ne correspondent pas, dans leur façon d'expliquer le monde et de le percevoir, à ceux qu'il a expérimenté dans sa chair sur le monde. L'homme, le vrai, donne sa version de son expérience personnelle
enrichissant ainsi l'humanité. Croire. S'il y a ce qu'il croit, et ce que j'ai vécu, je crois en ce que j'ai vécu et non en ce qu'il croit. L'importance de comprendre les causes. Quand on est jeune, on est plein de colère face au monde, intransigeant avec les hommes, on refuse de voir la vérité des choses, car souvent, on n'en a pas les moyens donnés par l'expérience de la vie. Avec du recul, que l'on acquiert avec le temps et l'expérience, on devient parfois philosophe, car on comprend la nature animale des hommes et les causes qui les poussent à agir. Comprendre réconcilie avec l'humanité et aide à pardonner aux hommes et à soi-même, et ainsi à s'élever. Bêtise et intelligence. L'homme stupide est dans la certitude et l'opposition. L'homme intelligent est dans le dialogue et l'interrogation. La vraie valeur. La valeur d'un individu, ce n'est pas son diplôme ni son QI, mais ce qu'il a entrepris et ce qu'il a réalisé. Comportement logique. Le sage est dans la modération et le rééquilibrage. L'idiot est dans l'excès et l'entêtement. Libre pensée. L'école, formant les hommes à la hiérarchie et l'obéissance pour en faire des êtres sociaux, ainsi qu'à apprendre sans se poser de questions sur la réalité de l'enseignement, il est logique que les grands écrivains et les grands philosophes modernes aient souvent eu une scolarité peu brillante, ce qui leur permit de conserver un esprit libre capable de s'interroger par eux-mêmes sur le monde en faisant ainsi progresser la philosophie et la littérature, les deux étant intimement liés. Liberté et formatage. Les grands philosophes et les grands écrivains sont toujours réfractaires au moulage éducatif, ce qui leur permet d'avoir une vision et une analyse nouvelle et différente du monde. Vision et analyse du monde qui finiront, pour leur justesse, par être enseignées dans les écoles où sont moulés les individus. Expérimenter. Tu peux étudier les anciens pour rechercher la sagesse et la compréhension du monde, mais n'oublie pas d'expérimenter la vie, sans redouter le chagrin et la souffrance, car c'est le seul chemin qui te mènera à la sagesse et à la compréhension du monde, et qui te permettra de ressentir la joie profonde d'exister. Expérimenter la vie pour enseigner aux hommes. On ne peut réellement comprendre et exprimer ce que nous avons vécu. Les grands philosophes, les grands sages, sont des hommes qui, bien qu'instruits, ont avant tout expérimenté la vie, la joie et la souffrance dans leur chair, les ont analysés, en ont compris leur sens par l'esprit, et ont transmis avec humilité et amour leur savoir aux hommes par le Verbe. La vérité brûle celui qui refuse de l'accepter. Beaucoup de gens me détestent, car par mon enseignement philosophique, je leur montre leur faiblesse et ce qu'ils sont vraiment. Mais comme ils refusent de voir la vérité, alors ils me détestent pour ne pas se détester. Mais ils n'ont pas compris que le seul moyen de pouvoir agir en homme libre et de réussir ses projets, c'est d'accepter ce que nous sommes pour pouvoir consciemment nous changer et ainsi changer le monde. La vérité brûle celui qui refuse de l'accepter. Détruire le porteur de vérité. Le sage, dévoilant la vérité aux hommes, se fait souvent haïr par ceux-ci, car la vérité détruit le monde des hommes vivant dans l'illusion. Ces hommes, pour ne pas voir leur univers s'effondrer et ne pas avoir à rebâtir leur conception spirituelle du monde, préfèrent souvent haïr et détruire le porteur de vérité. Vérité. Les dogmes souvent justes sont parfois faux.
Si vous découvrez que certaines croyances bien ancrées dans nos sociétés sont en réalité fausses, le fait de le dénoncer, même par le raisonnement logique, risque de vous confronter à la haine du groupe et à votre exclusion. Briser les croyances d'un individu en lui révélant la vérité équivaut à détruire le monde dans lequel il vivait, lui faisant perdre tous ses repères et le plongeant dans un sentiment d'insécurité. Il n'est pas étonnant, dans ces cas-là, que de nombreuses personnes, pour éviter de perdre leurs repères, se mettent à vous haïr et à vous rejeter lorsque vous leur montrez la vérité, pour ne pas voir leur monde s'écrouler. Le monde ne change pas, c'est toi qui as changé. Au début, les êtres sont hostiles à l'enseignement de la vérité, car leur monde dogmatique s'effondre, et ils se sentent comme désarmés dans un univers inconnu. Il faut alors leur expliquer que le monde n'a pas changé. C'est juste par l'enseignement transmis que leur perception change, mais le monde reste immuable dans ses règles. Sur la transmission du savoir. Il est fondamental de transmettre ce que nous pensons être bon et juste pour les hommes, car les hommes meurent pour l'éternité, et nous devons transmettre de notre vivant la belle pensée, car elle est fondamentale pour améliorer le monde et la vie future des hommes. Celui qui est détenteur d'un savoir et qui ne le transmet pas est dans le blasphème. Comprendre. Toute chose est explicable par l'étude de son passé qui bâtit son présent. C'est ainsi que nos comportements communs découlent d'un passé commun, et celui qui connaît le passé de l'humanité pourra comprendre son présent, anticiper l'avenir et réussir sa vie en homme libre. Devoir. Quand tu as une qualité, il faut la faire rayonner pour que les autres en profitent. Ne pas l'exploiter est un blasphème. Sur l'humilité et la modestie. Ne laissez pas passer devant vous un moins bon par modestie et humilité. C'est une perte brute pour l'humanité. Ayez le courage d'afficher vos qualités. Sur la modestie. Il était tellement modeste et discret qu'il est mort sans que personne ne s'aperçoive qu'il avait d'immenses qualités à offrir au monde. En France, la culture de la modestie tue dans l'œuf des talents qui auraient pu apporter tant de choses au monde. C'est un véritable blasphème et une volonté sournoise de l'oligarchie d'imprimer dans l'éducation des castes inférieures cette modestie maladive. Pour empêcher toute montée sociale par la peur d'oser briller, en osant montrer ses qualités, et ainsi maintenir la caste dirigeante au pouvoir en éliminant la concurrence potentielle. Si, du plus profond de ton cœur, tu penses avoir des qualités à offrir au monde, crie-le haut et fort sur tous les toits pour les faire briller et éclairer le monde avant de t'éteindre. Au diable la modestie, que brille l'homme et ses qualités. Ne soyez pas modeste. Ne soyez pas modeste. Soyez fiers de vos qualités. Criez-les sur tous les toits pour en faire profiter le monde, car morts, vos qualités ne pourront plus servir à l'humanité. La modestie est un fléau. Il était tellement modeste qu'il est mort sans que personne ne soit au courant de ses grandes qualités. La modestie est donc un fléau empêchant de révéler les génies qui auraient pu servir l'humanité. Mais même si c'est un blasphème d'être modeste, il n'en demeure pas moins que l'homme doit être humble, car l'humilité, c'est le fait de savoir que rien ne vient réellement de toi, mais du monde. Tu n'es qu'un vecteur transmettant l'information et le savoir, et s'il ne faut pas être modeste et clamer haut et fort tes qualités pour en faire profiter le monde, il faut être humble en sachant que rien ne vient réellement de toi. Légitimité. Dans la vie, la légitimité
Il faut la prendre, car personne ne te la donnera. La légitimité, je la prends. La légitimité, c'est Dieu qui me la donne, donc je la prends. S'il fallait attendre d'être approuvé par les hommes pour s'exprimer, le monde serait encore à l'âge de pierre, et Mohamed ou Jésus n'auraient jamais transmis leurs enseignements. Si tu penses du fond de ton cœur que ce que tu penses est juste, et fera progresser le monde, il est de ton devoir de l'exprimer. La légitimité de t'exprimer, prends-la, car personne ne te la donnera. C'est ceci que Mohamed et Jésus montraient par leur exemple. L'homme libre doit s'affirmer. La légitimité, prends-la, car personne ne te la donnera, et l'avenir décidera si tu l'as méritée. L'homme libre doit s'affirmer ou échouer. S'imposer. Si tu ne t'imposes pas, brillant ou pas, tu resteras dans l'ombre. Agir si cela te paraît juste. Il faut agir quand tu penses que c'est bien, et ne pas te soucier de ce que pensent les autres, si du fond de ton cœur tu penses que ce que tu fais est bien. Confiance en soi. Tu te nommes toi-même spécialiste et après tu le deviens. Si tu attends l'approbation des autres, tu risques d'attendre longtemps. C'est une base pour réussir ce qu'on entreprend. Prétention. Admettre ce qu'on est n'est pas de la prétention. La prétention est de prétendre ce qu'on suppose être. Immodestie et humilité. Je resterai dans la conscience de l'humanité, et mon nom deviendra un symbole de sagesse. Mais mon nom n'a aucune importance en lui-même. Comme je n'en ai pas plus que lui, mon nom n'a de l'importance que par l'enseignement que je professe et qui finira par symboliser, et alors mon nom résonnera positivement pour des siècles et des siècles, alors que je ne serai plus là en chair et en conscience. Force et humilité. Si puissant et si grand que je sois, je n'ai aucun orgueil, car je sais que rien ne vient de moi, mais que tout vient du monde. Il ne restera presque rien. Seules restent nos bonnes actions, l'enseignement que nous dispensons et nos enfants. Amour et transmission. Ce qui est important pour que la vie continue et que la conscience perdure, c'est ce que nous transmettons, c'est-à-dire le savoir acquis au cours de l'existence et notre patrimoine génétique. L'information, qu'elle soit culturelle ou biologique, se transmet toujours mieux avec amour. Donner sans attendre. Tu n'as rien à attendre en retour de l'amour que tu donnes, ou ce n'est pas de l'amour que tu donnes. Achèvement. L'achèvement d'une vie d'homme, c'est de redonner ce que tu as pris au monde, redonner énergie et savoir. Détachement. Avec l'âge et la sagesse, on apprend à tout perdre. Celui qui refuse d'acquérir ce détachement se prépare une fin difficile. Sur l'ego. L'ego absorbe l'énergie pour être. L'amour est l'abandon de l'ego dans le sacrifice. Priorité. Il faut d'abord penser à soi, pour ensuite, en pleine santé et en pleine possession de ses moyens, agir du mieux possible pour les autres. Fin du chapitre 1. Enseigner et transmettre. Ce livre audio vous a été lu par Varshav.